Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 196. Aujourd'hui, on va parler de l'arme secrète utilisée par Ineos Grenadier sur le chrono du Giro. On va parler aussi de comment augmenter votre vitesse sans rien dépenser. Ou presque. Ou presque. Et on va aussi parler des news, des actualités et des résultats. Allez, on y va. Donc sur ce Giro d'Italie, sur le chrono, on a tous été choqués par le plateau utilisé par les coureurs de Ineos Grenadier. On avait un 66 sur le vélo de Geraint Thomas, on avait un 66 également sur Filippo Ganna. Et tous les autres coureurs étaient quand même en double plateau, notamment Tadej Pogačar qui a remporté le chrono. Et c'est vrai qu'au premier abord, tout le monde s'est dit Ineos Grenadier, cette grande équipe avec autant de talent et autant de moyens, s'est clairement trompé dans son choix de plateau, mais ce qui est quand même assez étonnant. Sauf que toi, tu as trouvé l'explication de ça. Et oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'étaient pas simplement en monoplateau. Ils avaient certes enlevé le dérayeur avant, mais ils étaient en fait équipés d'un moyeu Classified, la marque Classified, qui propose un moyeu à 2 rapports, avec un changement sur le cintre classique, qui fait en fait l'équivalent d'un petit plateau de 46, finalement, qui était le petit plateau de Tadej Pogačar, par exemple, qui lui était équipé en double plateau 60-46, ce qui reste quand même gros, hein, parce que c'était une bosse de 5 km de 6 km et demi à 5%, donc même avec un 46, ça reste des gros développements, mais c'est vrai que quand on a vu Geraint Thomas buter un petit peu sur la fin, voilà, la réflexion c'était de dire mais il a trop gros, alors qu'en fait il y avait ce petit plateau et qu'on aime ou qu'on apprécie ou pas, en tout cas la démarche de performance et d'optimisation est toujours remarquable chez Ineos, et ils ont quand même fait 2, 3 et 4 de l'étape, donc ça reste, voilà. Et Geraint Thomas, on parle de contre-performance, il va faire 10e du chrono, donc ça reste tout à fait finalement, correct. Se sont-ils trompés, ou au contraire, est-ce qu'ils ont sauvé les meubles pour Geraint Thomas par exemple, ou est-ce qu'ils ont fait une grosse performance collective, parce qu'il y a 4 coureurs dans les 10, finalement c'en est une. Moi je suis plutôt partisan de la version optimiste. Tadej de toute façon était au-dessus du lot, et je pense qu'ils auraient pu rouler en triple, en double, en mono, ça aurait rien changé à ça. Dans tous les cas, mais finalement c'était les meilleurs des autres, donc pas si mal. Et après Geraint, c'est sûr, était dans les temps des meilleurs au pied de la bosse et un petit peu de mal à se hisser au sommet. Mais le double ou le mono n'a jamais empêché une défaillance non plus. Ce qui est bon à savoir, c'est que c'était pas la faute d'un choix d'équipe. Et ça semble comme pas, on l'a entendu dans les médias, finalement, c'était totalement crédible d'avoir débraqué comme ça pour avoir vraiment beaucoup de vitesse sur la première partie du chrono qui était quand même assez plate, et pouvoir rivaliser sans avoir à changer de vélo dans cette montée. Et c'est vrai que quand on regardait les images, c'était flagrant de prétention de la part de l'équipe Ineos et de Geraint Thomas. C'est vrai que ça fait vraiment gros. On est aux limites du cadre, tout simplement. L'intérêt d'enlever un dérayeur avant, c'est de gagner quelques grammes déjà, et surtout quelques watts, entre 2 et 3 watts sur l'aéro, de ne pas avoir ce dérayeur avant. On gagne aussi légèrement en efficacité mécanique et en ligne de chaîne en mettant très gros, surtout au milieu de cassette. La ligne de chaîne est parfaite. Donc les gains sont là, c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là, en plus d'un petit peu de poids et d'aéro. Et comme ils utilisent une patte anti-déraillement de la marque K-Edge, il n'y a plus de risque de déraillement du derrière. Ce qui arrive en chrono, c'est arrivé notamment à Roglic l'an passé, ça ne l'a pas empêché de gagner le général. Mais en tout cas, elle a déraillé dans la dernière montée. Ouais, mais il y avait un petit raccord de bitume. Il y avait un petit raccord de bitume. Mais non, ce qui est bien là-dedans, c'est que du coup, énorme coup de pub pour la marque Classified avec leur moyeu avec vitesse intégrée, on va dire. C'est un peu comme une boîte de vitesse. Dont tu avais parlé, on en avait parlé pendant un show l'an passé. Exactement, après Eurobike. Et c'est vrai que c'est un moyeu qui est à la mode, qui est pas mal utilisé, qui est quand même pas donné, parce que il faut changer tout le système en fait, il faut changer la paire de roues, ou au moins la roue arrière, plus après rajouter l'adaptateur, plus l'axe de roue, bon c'est vraiment pas donné. Toutes les roues ne s'adaptent pas, mais en tout cas tu étais en avance sur Ineos avec ton info. Mais gros coup de pub en tout cas, hein, comme quoi ça gêne pas au niveau des gros watts. Mais on va continuer ce show en parlant d'optimisation, moins hors de prix et moins compliqué. Voilà. On a déjà parlé un petit peu de la ligne de chaîne, mais c'est vrai qu'on est un peu noyé sous les roulements céramiques, les sous-maillots aéro, les pièces en titane, en carbone, et on adore vous en parler d'ailleurs. On est les premiers à le détecter et à en parler, sauf que tout ça, ça a un coût pour un gain qui n'est pas forcément gagné un watt près. Parfois, on en perd beaucoup plus ailleurs. Complètement, et puis c'est surtout qu'on n'est pas obligé de dépenser une fortune pour aller plus vite sur le vélo. Par exemple, ça pourrait coûter une bombe de mousse à raser et un rasoir, Max, parce que tu pourrais te raser les cannes par exemple.
C'est pas obligatoire, mais par exemple, en parlant exactement de ce sujet, de se raser les jambes, j'ai vu une étude faite par Specialized il y a quelques années, c'était à 5-6 ans, et ils expliquaient que de se raser les jambes pouvait faire gagner 70 secondes sur 1 heure de contre-la-montre à 40 à l'heure. Quand même. Ce qui est quand même énorme. Et donc j'ai fait le calcul sur ma pratique, savoir quels seraient les effets. Ouais, donc sur 50 heures, à 20 km/h, je gagnerais quand même 29 minutes. Est-ce que ça t'aurait fait gagner la Desertus? 29 minutes, j'aurais pris le même bateau, j'aurais été premier ex-aequo. Et voilà. Alors il faut nuancer parce qu'à 20 km/h, évidemment, l'impact aéro n'est pas le même qu'à 40. Mais voilà, pour un entraînement qui se situe en fait entre les deux, ou une course qui se situe finalement proche des 40 km/h, c'est pas grand chose et ça commence à faire. Mais à part se raser les jambes. On peut parler du poids, par exemple. Ouais, on peut même faire des économies parce que si on mange moins, si on mange moins, qu'on mange. On mange mieux surtout. Voilà. On mange moins, on mange mieux, on mange plus équilibré, on va dire. Et c'est surtout que si on perd 3 kilos sur notre corps, c'est quand même largement moins cher que gagner 3 kilos sur le vélo. Ne serait-ce que de gagner 500 grammes sur le vélo. Et 3 kilos pour un sportif quotidien, sans parler des professionnels qui sont déjà très secs, c'est relativement faisable, en tout cas même 1 kilo, c'est relativement faisable chez la plupart d'entre nous, sans trop se serrer la ceinture ou quoi que ce soit, juste en réorganisant les choses. Ça sera vraiment appréciable pour la saison de montagne qui arrive. Hein, c'est ça. Clairement. L'hiver, c'est pas très grave. De toute façon, il y a les raclettes. Ça protège. Pas y faire grand chose. Mais quand il va falloir grimper, d'avoir 1 kilo ou 2 de moins, on le dit pas assez, mais clairement, c'est la première évolution à faire sur votre vélo. Mais par contre, on peut aussi travailler sur notre aérodynamique, on va dire. Entre l'école, justement, dans les descentes ou dans les plaines, dans les transitions, on débranche pas. On peut penser à sa position sur le vélo, tout simplement. Alors, soit pour la rendre plus économe, c'est-à-dire plus souple et dépenser moins d'énergie sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt dans l'école encore. Soit dans les plaines et dans les parties plus roulantes, là où la vitesse est plus élevée, penser à être plus aéro, casser les coudes, rentrer la tête, ce genre de choses. Qui finalement permettent d'avancer plus vite en dépensant moins d'énergie ou mais complètement, mais quand on parle d'aérodynamique pour un coureur amateur, juste imaginez-vous avoir une feuille blanche A4 devant votre vélo et rouler à 20 km/h. Vous allez voir que le vent bloque dedans et ça peut ralentir votre torse, votre masse, on va dire, la position de votre corps est exactement pareille que cette feuille blanche, ça vient bloquer le vent. Donc il suffit légèrement d'y penser et on peut gagner quelques kilomètres/heure finalement là-dedans, quoi. C'est ça. Et après, on peut aussi faire des gains assez importants finalement sur certaines pièces d'usure ou textiles. Alors là, il y a une légère dépense, mais on est bien obligé de les changer, ces pièces d'usure, ou d'acheter des vêtements. Et par exemple, une paire de chaussettes aéro, ça peut faire gagner jusqu'à 4 watts. Par rapport à des chaussettes très épaisses, et on est bien obligé d'acheter des chaussettes. Bien sûr. Et voilà, pareil pour ces pièces d'usure, que ce soit la transmission, très important, ou tout ce qui est pneumatique, finalement faire des choix adaptés de section et de gamme. C'est des pièces d'usure qu'on est bien obligé de se fournir et qui ont un impact vraiment conséquent sur le vélo, sans parler de changer de roue, de cadre ou de groupe. Tu penses que si j'arrête de croiser ma chaîne dans tous les cols, je vais gagner du temps, peut-être? Ouais, alors c'est ça qui est très intéressant, tu vas gagner en efficacité, tu feras moins de bruit pour ceux qui roulent avec toi. C'est pas très grave. Et tu useras moins ta chaîne aussi. Oui. Donc on en revient au gain finalement d'efficacité, mais aussi économique, parce qu'en croisant moins ta chaîne, tu vas tout simplement moins l'user. Et du coup, tu vas augmenter sa durée de vie en plus de son efficacité. De la même manière, si tu l'entretiens régulièrement, que tu la nettoies correctement et que tu la rehuiles, relubrifies correctement, là encore, tu augmenteras sa durée de vie en plus de son efficacité. Ouais. Donc c'est pour ça que la dernière fois, tu m'as dit que mon pédalier tournait exceptionnellement bien, mais je t'assure que c'était grâce à l'huile. Ça, c'était à force de rouler 50 heures d'un coup. Ça avait bien rodé les roulements. Les roulements sont bien rodés. Par contre, au niveau du pilotage aussi, on peut énormément améliorer sa vitesse en anticipant sur nos arrêts, sur notre façon de pédaler. Ça, je le dis, on va dire, entre guillemets, en rigolant, dès que je croise un ami qui veut se lancer dans l'ultra, je lui dis, si des fois tu veux gagner de la vitesse sur une longue sortie, freine le moins possible. Bon. Faire de la piste en somme. C'est exagéré, complètement, mais c'est vrai que de garder une vitesse constante tout au long de sa sortie,
bon pas en prenant des risques, hein, mais tout au long de sa sortie, ben, ça permet quand même d'augmenter sa vitesse. C'est pareil lors d'un arrêt, si vous arrêtez en bas d'une bosse ou en haut d'une bosse, directement à la bascule, ça va changer énormément votre façon de rouler et votre vitesse moyenne, on va dire. Voilà, et si vous roulez en groupe, il faut penser à être économe, c'est-à-dire qu'il faut se servir du groupe. On ne parle pas de ratonner, mais en tout cas savoir s'abriter et collaborer afin que tout le monde puisse soit aller plus vite, soit s'économiser. Moi j'ai souvenir d'une étape du Tour de Normandie, on était dans le groupe Eto avec Morgan Kneski. Ça ne le met pas trop en valeur pour l'instant, mais attendez la suite. Où en fait, moi j'ai passé toute l'étape, on s'est fait bordurer très tôt, on avait replacé notre leader qui avait des ennuis mécaniques. Et moi j'avais passé toute l'étape groupe Eto à prendre du vent, et lui à ma gauche abrité. Le lendemain il va faire deuxième, et pas moi. Et j'avais pris une leçon, je me suis dit mais en fait il a passé 3h30 à s'économiser, à s'abriter, à se servir de l'effet de groupe, là où moi je luttais tout seul dans le vent en me disant de toute façon on est lâché. Voilà, c'est des choses qui sont finalement avant d'acheter des moyeux à 2500 € ou des roues etc, y a beaucoup de choses à faire sur son propre comportement et sur ses choix pour alors oui aller plus vite mais aussi s'économiser et prendre plus de plaisir dans sa pratique. Et puis globalement, j'avais vu une vidéo de coureurs qui expliquaient que dans le peloton, ce qui nous freine le plus, c'est justement les mouvements de peloton où on a tendance à être très stressé et avoir les doigts sur les freins en permanence et mettre des coups de patin, on va dire. Ça, tu vas des coups de disque. Des coups de disque maintenant, des coups de plaquette régulièrement. Et c'est vrai qu'un coureur qui va être plus smooth, on va dire, plus fluide dans son pilotage, que ce soit dans le peloton pour éviter les mouvements ou les freinages, ou même que ce soit tout seul en prenant de bonnes trajectoires, ça va le faire énormément augmenter sa vitesse finalement. Oui, c'est l'attitude d'un pistard qui est félin dans le peloton et qui, sans mettre de coups de patin, arrive à se faufiler en engageant ou en désengageant sa roue avant. Et voilà, l'intérêt des pratiques complémentaires pour soit gagner vraiment en trajectoire, par exemple un crossman, ou savoir habilement se placer et frotter comme un pistard par exemple. Exactement. Bon, c'est pas mal. Maintenant, on va passer donc aux actualités et aux résultats. Donc cette semaine dans les actualités, on a premièrement vu un vélo assez exceptionnel. En fait, c'est Canyon qui a fait une peinture en spécial pour célébrer la carrière d'Annemiek van Vleuten. Et sur un Aeroad, ils ont fait une peinture mais assez incroyable. On vous l'a mis en photo. Honnêtement, je le trouve très très réussi et c'est un beau cadeau et un beaucoup de pub aussi que la marque fait à sa coureuse. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, bel hommage. En deuxième news, on a vu le Cuissard Gate, le Beat Gate de Tadej Pogačar sur le Giro. Mais ça, c'est vrai que bon, ça a animé notre semaine en plus des étapes. Donc en fait, il a remporté le maillot rose après sa victoire. Et le lendemain, il a mis un cuissard pourpre, on va dire, violet, avec son maillot rose. Finalement, on a vu passer des infos comme quoi l'UCI lui interdisait parce que c'était pas la bonne couleur. Le lendemain, il a mis un cuissard noir. Le surlendemain, il avait un cuissard rose. Et là, sur le contre-la-montre, il avait un cuissard pourpre. Explique-nous, Louis. On a encore cru à une facétie de Tadej dont il nous a habitués. C'est quand même l'homme qui attaque le peloton pour se cacher ensuite pour que tout le monde soit perdu. En fait, pas du tout. Il y est pour rien, pour une fois. Ah. C'est la marque Castelli, donc qui fournit les maillots distinctifs du Giro, qui a voulu rendre hommage au club de foot de Turin avec du coup ce cuissard de la même couleur que leur maillot. Turin, d'où part le Giro. Sauf qu'en fait, l'UCI est pas trop friand de ces petites originalités, a cru donc à une erreur ou à une provocation de Pogačar et s'est renseigné sur qu'est-ce qui s'était réellement passé. Castelli a défendu son projet d'hommage entre Italiens, ouais, c'est une marque italienne. Et du coup, Pogačar, dans le doute, a remis entre-temps le cuissard de son équipe, a dit « je vais pas gagner parce que j'ai pas la combi aéro » en rigolant bien sûr, et finalement met ce qu'on lui donne, c'est-à-dire des combis chrono avec le cuissard, hommage donc, mais qui... alors, c'est sûr que rose et pourpre, c'est pas à première vue la meilleure association, mais moi j'aime bien ce côté, j'aime bien les courses et l'état d'esprit italien pour ça, avec ce côté hommage et respect envers un grand club transalpin. Honnêtement, c'est quand même plus joli que sa tenue complète rose pâle. Ouais, ça se défend. Chacun se fera son idée. Ça ressemblait quand même pas mal au maillot du meilleur sprinter. Du maillot cyclamen, qui avait d'ailleurs le même cuissard, sauf que comme la couleur se ressemble, comme tu le dis, on s'en est moins rendu compte.
et ça n'a pas fait de gate, et en plus c'était pas Pogacar, donc finalement ça intéresse moins. En parlant de Pogacar, son sans doute plus grand rival pour le Tour de France en juillet, Jonas Vingegaard, finalement des bonnes nouvelles puisqu'il est de retour sur le vélo après sa violente chute autour du Pays Basque. C'est le dernier des coureurs, en tout cas des leaders tombés ce jour-là à reprendre l'entraînement. Et ce qui est quand même assez incroyable parce qu'il s'était cassé la clavicule, des côtes, un pneumothorax et des contusions pulmonaires et c'était qu'il y a quelques semaines. Et là de le revoir sur le vélo, parce que c'est quand même assez... c'est une très bonne nouvelle, donc on verra s'il arrive à s'entraîner correctement pour être prêt pour le Tour de France, mais dans tous les cas, c'est une très très bonne nouvelle. Évidemment, dans la presse, ils disent qu'ils ne doutent pas de sa préparation vers le Tour de France, ils ne vont pas dire l'inverse, mais voilà, la liste des blessures était tellement longue qu'on était obligé de la lire parce qu'on en aurait oublié. Nouvelle plus douce, et on reste dans l'optimisation et le contre-la-montre, le nouveau casque Rudy Project de la Bahrain Victorious est enfin, je ne sais pas si je dirais enfin, mais il a été annoncé et c'est vrai que ça fait partie des casques polémiques ou en tout cas très originaux qu'on voit sur le marché. C'est ça. Mais qui ne semblent pas drastiquement changer les résultats des coureurs en contre-la-montre. Non, finalement non. Et en fait, ce casque, on l'avait aperçu sur le chrono du Tirreno Adriatico et là maintenant, il est sorti dans sa version officielle qu'on pourra retrouver dans le commerce. Donc c'est une petite news, mais c'est intéressant. Ils annoncent encore 10 watts d'économie sur 10 km, voilà, soit 4 secondes. Rien que ça, donc ouais. Bah, c'est pas négligeable, mais on a une sacrée vague de casques de chrono, puisque j'ai remarqué un nouveau Met drone, en tout cas on ne sait pas le nom, mais en tout cas une nouvelle évolution du casque de chrono de la marque Met sur Tadej Pogacar et plusieurs coureurs de l'UAE. Donc on peut voir, zoomer sur la nouveauté, ça ressemble à l'ancien Bell Javelin, je trouve, et c'est des courbes qui sont plus, justement, plus sèches que sur l'ancien, que vous pouvez également voir. La différence est minime, mais elle est bien là. Donc encore un nouveau casque aéro, ça en fait un paquet cette saison. Qui est quand même assez large comparé à ce qu'il faisait. Qui est très large, après c'est dans le nom, c'est le drone wide, en tout cas c'est l'évolution de ce modèle-là. Mais puis c'est la tendance, on voit aussi sur les coureurs d'Ineos dont on parlait, des casques surdimensionnés par rapport à leur tête, toujours donner évidemment des considérations aérodynamiques. C'est pour ceux qui ont le melon. C'est ça. Ça va avec les plateaux 66, mais on a trouvé l'explication, c'est bon. Ils ont tout surdimensionné, en tout cas tout ce qui est visible. Maintenant, on va pouvoir passer aux résultats de la semaine. Et cette semaine, on avait quand même pas mal d'actualités. Et je vais commencer par on n'en parle pas souvent du VTT, mais on avait les championnats d'Europe de VTT, de XC. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avoir Simon Andressen et Pauline Ferrand-Prévot à l'arrivée, on peut dire que c'était légèrement gras. Légèrement, oui. C'est pas sur l'optimisation. C'était en Roumanie, à Shell Grady State. Excusez-moi pour la prononciation. Mais ce qu'on peut dire, oui, c'était quand même bien gras. Ouais, en tout cas, une sacrée édition. On a vu Pauline remporter le XCE. On regrette son absence au championnat de France la semaine d'avant. Mais on peut pas tout faire. Non, le but étant d'être en forme aux Jeux Olympiques, et je suppose que c'est sa préparation. Et du coup, la grosse actualité de la semaine, évidemment, c'est le Giro, avec la magnifique victoire d'étape de Benjamin Thomas sur l'étape 5, qui nous a fait un finish dont il a le secret. Je suis pas peu fier de l'avoir prédit dans la preview. Alors, n'allez pas voir. Je le savais. N'allez pas détailler tout ce que j'ai prédit ou pas, parce qu'évidemment, il y a plus d'erreurs que de vision juste. Mais je suis ravi pour Benjamin qu'il ait réussi à gagner une étape de grand tour avec une certaine classe. Et puis c'est la première victoire de Cofidis aussi cette année. Ouais, pas des moindres. C'est vrai que déjà l'an passé, ils sont pas forcément prolifiques, mais quand ils gagnent, c'est des sacrées victoires. Ouais, sur des grandes courses. Ouais, sinon, sur le reste du Giro, Tadej Pogacar, vainqueur des étapes 2, 7 et 8, pièce maîtresse de la victoire, même pas de la victoire de son coéquipier, mais en tout cas du scénario. Quasiment tous les jours finalement. Lui, son équipe et lui. Même vu lancer de tout, c'est ça. Il crucifie les échappées, il fait des sprints massifs au sommet des cols. Il fait un peu ce qu'il veut. Et d'ailleurs, sur sa victoire au sommet, il en est maintenant à 9 victoires pour 19 jours de course, ce qui fait un ratio de quasiment 50%. Ce qui est relativement. Alors même s'il y a peu de jours de course, ça fait beaucoup de victoires. Il a fait. Heureusement que tu n'as pas compté les podiums. Non, parce que du coup, il y en aura encore plus. Je crois que sa pire place, c'est 31e d'une étape au sprint sur je ne sais quelle course par étape. Donc non, c'est remarquable. Et d'ailleurs, c'est la stat du jour, puisque c'est le coureur qui a gagné le plus d'arrivées au sommet du 21e siècle.
Ouais, il en est déjà à 76 ou 77 victoires et il a 23 ans, 24 ans. Ouais, faut dire un peu plus. C'est parce qu'il aime pas les descentes. Non, il aime pas. Et encore s'il aimait pas les descentes. Mais on l'a vu faire aussi des belles choses. Bon, est-ce que pour le Giro, on finit sur le Giro, est-ce que le Giro est plié à ton avis? J'espère pas. Et justement, j'espère que ce côté cannibale, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, le petit cannibale, va le desservir, je sais pas, en tout cas servir le spectacle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait que l'intégralité des coureurs du Giro se ligue contre lui, c'est pas personnel, mais voilà, pour essayer d'aller, non pas défendre des places sur le podium, mais de renverser Tadej. On a vu des renversements des plus surprenants au Giro, il y a eu Simon Yates, il y a eu Geraint Thomas l'an passé, Tom Dumoulin aussi avait eu quelques voilà, péripéties, et dans les tout derniers jours, le Giro nous habitue à des fins de course vraiment très dures avec des étapes dantesques. Donc on espère des retournements de situation jusqu'à la dernière minute. C'est possible en Italie. Et voilà, et à force de priver de victoire un peu tout le monde, j'espère que ça va énerver un peu ses adversaires. Et voilà, on sait que le Stelvio risque de ne pas avoir lieu. Oui, parce qu'il est au début de l'étape et il y a encore pas mal de neige. Il y a énormément de neige. On est à 2800 mètres d'altitude, donc il y a des murs et des murs de neige. Mais quelque part, c'est peut-être pas si mal parce que si ça fait des parcours moins durs et plus ouverts, peut-être que ça peut rendre la course moins contrôlable parce que sur un Stelvio, à l'heure actuelle, je pense que personne ne peut le distancer, sauf défaillance. Mais peut-être qu'ils mettent un plateau de 66 peut-être pour le Stelvio pour qu'on voit une défaillance. Mais voilà. Mais enfin, donc voilà, j'espère que le Giro n'est pas terminé. Mais si vous voulez du spectacle, vous pouvez toujours vous tourner du côté du cyclisme féminin. Et parce que ce week-end avait lieu Itzulia Women, donc le Tour du Pays Basque féminin, qui passait par la fameuse descente d'ailleurs où tout le monde est tombé, mais les coureuses ont été averties et ont été plus prudentes. Ça s'est passé sans encombre. Par contre, on a quand même vu une domination de l'équipe SD Works puisque Mischa Brent-de-Vold a remporté les 2 premières étapes. Et sa leader et coéquipière Demi Vollering a remporté la dernière et le classement général après un numéro en solitaire de plus de 30 km. Et elles vont faire un et 2 du classement général. Voilà. Donc on appelle ça une SD Works. Voilà. Mais toi en plus, tu les as vus de près parce que tu étais sur le bord de la route. J'étais au Jais-Skibel, où les coureuses ont affronté un temps dantesque. Ça fait des images magnifiques dans un lieu magnifique. Et, une très belle course. T'as vu la mer? Bah pas vraiment. Il paraît qu'il y a la mer au sommet du Jais-Skibel, mais j'ai pas vu non. Et oui. Bon, maintenant on va finir par l'activité Strava du club GCN en français, by Max, parce que c'est moi qui choisis. Donc là, cette semaine, c'est Gaëtan Cholet qui nous a fait 20 km et avec un commentaire: se faire arracher la peau par les ronces, avoir les genoux couverts de piqûres d'ortie, se retrouver dans les chemins de quad, être envahi dans une jungle de 60 cm car on est le premier à être passé de l'année, une bonne sortie gravel comme il se doit. En 20 km tout ça. En 20 km. Bon. Ça s'appelle avoir de l'optimisme sur sa trace et on se devait de le féliciter. La semaine prochaine sera une sortie sur route. Comme ça on équilibre avec les sorties de tout le monde. Une sortie sur piste même. Une sortie sur piste. Mais le problème des sorties sur piste avec le GPS, c'est que avec le toit, ça capte pas terrible. Non, c'est pas terrible. Mais là, je pense Gaëtan, t'as fait exprès. On le saura pas. On le saura pas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce show vous a plu. On continue de suivre l'actualité du Giro et des autres courses. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.